Les températures de Vénus sont d'à peu près... Quasi 400, je crois. Il est impossible pour quelconque vie de s'y développer. Enfin, c'est peut-être un peu le bordel. Oui, c'est techniquement le bordel. La Terre pourrait devenir ce qu'est Vénus. Quand on parlait du réchauffement climatique, il y a quelques théories fumeuses. Il faut vraiment alerter les gens sur ce type de raisonnement. Les journées sont plus longues que les années. C'est tous les jours le nouvel an. Peut-être juste les Bretons qui iraient là-bas. Les Corses aussi un peu peut-être. Ouais, l'Alsace. De toute façon, dans ce pays, oui, voilà. Tout le monde est cool. Salut à tous, salut JB, ça va ? Super, et toi Kylian ? Très content de te retrouver, ouais. Encore une fois pour ce podcast. Mais de même, oui. Bah écoutez, la dernière fois on avait parlé du Big Bang, ensuite on avait parlé du fond diffus cosmologique, ouais. Et on avait fini sur notre adresse, le système solaire. D'ailleurs dans cette série on va beaucoup parler du système solaire, et effectivement aujourd'hui on va rester dans le système solaire pour parler d'un astre, pour parler de notre voisine, de notre planète voisine. Celle qu'on appelle la jumelle de la Terre. Ouais. Je veux bien entendu parler de Vénus. Voilà, la jumelle de la Terre parce qu'il y a beaucoup de similarités entre Vénus et la Terre, et à la fois elle reste très différente, sur plein de points, évidemment on va en parler dans cet épisode, et elle a aussi la particularité d'être éventuellement un témoin de ce que pourrait devenir la Terre dans le futur. Ça on va avoir le temps d'en parler, ça va être super intéressant. Bon, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est parti alors, bienvenue dans l'épisode 2 d'Expansion, le podcast. Alors, avant d'aller sur Vénus, on va parler un peu de la Terre. D'ailleurs, on fera ça à plusieurs reprises dans la série, où on va raconter des faits terrestres, on va en parler. Et ensuite, ça nous amènera à l'astre, au sujet dont on va parler. C'est ça, oui, l'idée c'est toujours de partir de ce qu'on connaît nous, pour ensuite extrapoler et voir ce qui se passe dans d'autres planètes, dans d'autres astres en général. Et donc là, on va dans le nord de l'Afrique. Oui, exactement, en Libye, parce que je voulais parler d'un des déserts les plus chauds. Alors en plus on avait un peu retravaillé tout ça. Il y a plein de déserts où il y a des températures de fou furieux qui ont été enregistrées. Là en l'occurrence l'exemple que j'avais c'était le désert de El Azizia en Libye, où il y a des températures dépassant les 55 degrés qui ont été enregistrées. Mais on a d'autres températures qui sont beaucoup plus grande. Par exemple, on a un désert en Iran, je vais pas le prononcer. C'est vrai ? Non. Si je le prononce avec un accent français, ça fait Dasht-i-Lut. Je sais pas si on prononce le T. Donc le désert de Dasht-i-Lut en Iran, où on y a enregistré la température de 70,7 degrés. Oui. Mais alors il y a quelques différences entre certains déserts mexicains. Il y a quelques différences de mesure entre la température au sol et la température dans l'air. Cependant, c'est un des déserts les plus chauds sur cette planète et qui rappelle un petit peu les conditions qui peuvent être effectives dans Vénus. Exactement. C'est vrai qu'on va en revenir dessus assez rapidement. D'où d'ailleurs le réchauffement climatique, ça sera surtout à la fin. Mais voilà, on peut imaginer que dans quelques siècles, déjà que en quelques décennies on va voir que les températures vont continuer à grimper, que dans quelques siècles les températures qu'on a enregistrées comme en Iran, au Mexique ou en Libye et dans d'autres endroits du monde pourraient être plus communes à travers le globe, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et donc ça y est, pour la petite parenthèse désertique, maintenant on va aller à 41 millions de kilomètres de la Terre pour rencontrer cette voisine, rencontrer notre voisine Vénus, la déesse de la beauté. Et je reviendrai d'ailleurs sur ce que je viens de dire à la fin. Alors la jumelle plutôt maléfique, on le disait dans l'épisode, voyez-le. Exact. Oui, l'épisode originel. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir vu la série originale Expansion sur YouTube, mais cela dit, on vous invite évidemment à aller la regarder. Ouais. Et jumelle maléfique, pourquoi ? Parce que les températures qui règnent sont évidemment infernale. Il est impossible pour quelconque vie complexe de s'y développer. À sa surface, les températures de Vénus sont d'à peu près 400 degrés. Donc c'est une vraie fournaise. Il fait toujours plus de 200 degrés à 30 km de la surface de Vénus. Oui. On t'en parlait tout à l'heure, la température de surface. Oui, la température de surface qui effectivement n'est pas la même que la température dans l'air. Et c'est ce qu'on peut voir dans le désert de Sonora, le désert iranien dont tu parlais, la vallée de la mort aussi. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait un petit peu flipper, c'est que l'atmosphère de Vénus est composée d'acide sulfurique et que les pluies acides n'atteignent même pas le sol, parce qu'elles s'évaporent avant, justement à 30 km de la surface, car il fait tellement chaud que au-delà de 200 degrés, elle se retransforme en gaz, ce qui induit un cycle finalement assez infernal que cette planète vit.
quotidiennement. Putain, ça pue vraiment la merde d'habiter là-bas quand même. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Sans compter, en fait, c'est une pression atmosphérique qui est 90 fois supérieure à celle qu'on a sur Terre. Ouais, on serait complètement écrasé si on mettait un. On serait, oui. Ouais. Et ça équivaut, je crois, à une petite plongée à 1 km dans les eaux. Ouais. Donc c'est vraiment inhabitable. La pression atmosphérique est comparable à 1 km sous le niveau de la mer. Donc oui, on serait écrasé instantanément. Et pour les 400 degrés, l'aluminium brûle à quelle température? On avait regardé 600 degrés, je crois. Ah oui, à plus de 600 degrés. Plus de 600 degrés. Donc l'aluminium résiste encore sur Vénus. Température de fusion, oui. Comme quoi? C'est l'aluminium qui est un des éléments qui composait le rover russe Venera que l'URSS avait envoyé en 1981 à la surface de notre jumelle et qui n'a pu tenir qu'une petite heure. On va requitter un peu Vénus 2 secondes. Parce que j'aimerais bien qu'on explique la différence entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Quand on s'intéresse un peu à l'astronomie, c'est évident. Mais voilà, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui peuvent se demander ce que c'est, planètes telluriques, on sait que Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes telluriques. Oui. Et qu'en revanche, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus sont des planètes gazeuses. Alors, dans la formation d'une étoile, ce qu'on appelle la stélogénèse, il y a une protoétoile et qui est entourée par ce qu'on appelle un disque d'accrétion, constitué de gaz, de roches et de différents matériaux en poussière. Et donc ces gaz, ces roches s'agglomèrent sous le poids de leur propre masse et forment des planètes telluriques ou gazeuses en fonction de ce qui les constitue. Alors notre planète à nous, elle a un noyau ferreux, elle est entourée d'une croûte, la croûte terrestre, d'une atmosphère qui est suffisamment massive pour retenir une atmosphère. Et c'est un petit peu la même chose avec notre voisine, Vénus, parce qu'elle a elle aussi un noyau ferreux, elle a elle aussi une croûte, mais pas la même atmosphère. Même s'il y a quelques centaines de millions d'années, elle aurait pu abriter la vie, comme notre planète l'abrite maintenant. Les planètes gazeuses, il y a hypothétiquement un noyau, on n'est pas encore sûr, que ce soit pour Jupiter ou Saturne. Ce noyau, il peut être constitué de roches, ou bien de matière comme l'hydrogène, qui, soumis à de très fortes pressions, entre dans un état qu'on appelle un état de matière dégénérée. C'est-à-dire que c'est un hydrogène métallique qui recouvre la surface du noyau, encore une fois hypothétiquement. La plupart des planètes gazeuses sont constituées d'hydrogène, d'ammoniac, de ce qu'on retrouve en fait dans les disques d'accrétion protostellaire. Ça les distingue de nos planètes telluriques, principalement constituées de roches. De roches et de métal, ouais. Oui, puis petite anecdote sur Vénus. Vénus est très importante dans l'histoire parce que on peut la voir dans les textes bibliques, par exemple. Parce que Vénus est aussi appelée l'étoile du berger. Voilà, c'est un truc que souvent on sait pas trop ce que c'est l'étoile du berger. Puis il y en a qui s'imaginent que c'est une vraie étoile, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'une étoile. Il s'agit de Vénus. Alors pourquoi on dit étoile du berger? Parce que c'est celle du coup qui brille le plus dans le ciel. Oui, alors pourquoi on dit l'étoile du berger? L'étoile parce que à cause plutôt, étant donné que c'est un enfer là-bas, de sa composition atmosphérique, les rayons du soleil sont réfractés. Et extrêmement réfractée, ce qui fait qu'elle brille énormément dans notre ciel. L'étoile du berger, pourquoi du berger? Parce que à l'époque, elle se montrait et elle disparaissait au fil des cycles quand les bergers rentraient leurs moutons, etc. Et donc Vénus c'est le troisième astre le plus brillant de notre ciel. En premier on a le soleil, c'est pas une surprise pour tout le monde. En deuxième on a la lune. Et en troisième, Vénus. Donc du coup, Vénus, on a parlé au début de l'épisode de comme quoi c'est la sœur jumelle de la Terre, on a expliqué que c'était une planète tellurique, donc c'est-à-dire qu'elle est composée déjà de roches et de métal, mais aussi par rapport à sa taille et sa gravité, elle est très proche de la Terre. Et t'en parlais il y a 2 minutes, comme quoi on suppose que sur Vénus, et on est quasi sûr de ça, il y aurait des océans et assez d'eau pour pourquoi pas accueillir la vie à un certain moment. C'est ça, oui. Autant du point de vue de la pression atmosphérique et de la chaleur qui règne, on passerait pas nos vacances là-bas, mais d'un point de vue masse gravitationnelle, on serait bien niveau gravité. On pourrait faire des petits sauts très cool. C'est pas une gravité qui est aussi faible que celle de notre Lune, par exemple. Ouais, complètement. Du coup, voilà pourquoi on l'appelle la sœur jumelle de la Terre, c'est par rapport à la taille, par rapport à la gravité. Et un truc fascinant avec Vénus, c'est que là-bas, les journées sont plus longues que les années.
C'est vrai. Alors pourquoi ? Parce que sa période de rotation est de 243 jours, donc rotation autour d'elle-même, C'est ça. et autour du Soleil, sa révolution autour du Soleil est de 224 jours. C'est ça. Et encore plus fou là-dedans, elle tourne dans un sens rétrograde. Ce qui fait que... Ce qui fait que là-bas, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. L'avantage aussi, c'est que tu peux te mettre la tête à l'envers parce que c'est tous les jours le nouvel an. C'est vrai. Peut-être juste les Bretons qui iraient là-bas. Les Bretons, je sais pas, les Corses aussi un peu peut-être. Ouais, l'Alsace, de toute façon, dans ce pays, Oui, voilà. tout le monde est cool. Avec ça. Tout le monde est cool, tout le monde est cool. Donc dans son atmosphère, le dioxyde de carbone est 2400 fois plus important que sur Terre. Et donc l'énorme quantité de gaz à effet de serre a du coup occasionné une atmosphère très très dense du coup. L'atmosphère de Vénus est très épaisse. Ouais. Vénus est la seule planète tellurique où du système solaire on voit pas la surface. C'est ça, ouais. Mercure on la voit. Ouais. Mercure. Parce que soit dans une atmosphère très fine, comme Mars par exemple, soit pas du tout, comme Mercure. Donc oui, elle est très, très opaque. C'est la raison pour laquelle elle brille autant, comme on l'a dit. Si vous regardez une photo de Vénus avec son atmosphère et une autre photo sans son atmosphère, ça n'a strictement rien à voir. Avec son atmosphère, c'est très nuageux, c'est un teint jaunâtre, orangé, très diffus. Par contre, si on enlevait l'atmosphère, on verrait une Terre vraiment brûlée, craquelée de partout. Désolé, complètement désolé. Puis vous avez sûrement déjà vu des images de volcans, des images de surface. Alors évidemment, ça ressemble pas précisément à ça, mais c'est des plans de la Terre qui ont été modifiés pour que ça colle. Et pour que ça soit intéressant aussi un petit peu, mais oui c'est vrai que... Et oui, donc sur Terre, les nuages sont composés d'eau, et sur Vénus, ils sont composés d'acide chlorhydrique et sulfurique. Et d'acide sulfurique, ouais. Ils sont à l'origine en fait de pluies acides sur Vénus. Et dont tu parlais tout à l'heure, qui s'évaporent avant même d'atteindre le km de la surface parce que il fait trop chaud même pour des pluies acides. Oui, donc avec température de 460 degrés. Mais ça pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la surface, donc il y a activité géologique qui peut rentrer en ligne de compte, les volcans, mais il y a aussi du coup son atmosphère. Et tu parlais tout à l'heure de la réflexion des rayons du Soleil. Aussi, l'atmosphère de Vénus permet du coup de garder la chaleur du Soleil et de l'emprisonner un petit peu. C'est ça, oui. Pourquoi je dis ça ? Parce que Vénus, c'est la planète la plus chaude du système solaire. Oui. Mais pourtant, c'est pas la plus proche. Ah non, c'est pas la plus proche. C'est Mercure du coup la plus proche, donc c'est au premier abord ça pourrait paraître un peu illogique. Quoi. Ouais. La réponse elle est simple et tu viens d'en parler. Sur Mercure, qui est une planète qui n'est pas assez massive et trop proche de son étoile pour conserver une atmosphère, et qui n'a pas non plus de champ magnétique comparable à celui de la Terre, qui donc pourrait aussi lui permettre d'avoir une très légère atmosphère. Et bien pour une planète comme Mercure, qui n'a pas d'atmosphère, elle est dans les faits très froide comparée à Vénus, qui a cette atmosphère très dense, qui garde ses rayons, qui les piège dans son atmosphère, ce qui ne fait que réchauffer la planète et garder un climat infernal à sa surface, comme à 30 km de distance de sa surface. Ouais, ce qui va s'empirer de toute façon au fur et à mesure avec la vie du Soleil. Mais de toute façon, c'est pas la seule, il y aura la Terre aussi, ça on en parlera plus tard. Donc sur Vénus, on a des cyclones géants qui peuvent atteindre les 400 km/h. Et on a aussi une très intense activité volcanique. On compte beaucoup de volcans sur Vénus. Et en plus de ça, donc doit y avoir une situation géologique. Enfin, c'est peut-être un peu le bordel. Oui, c'est le bordel, non ? Bah ouais. Mais ça va. C'est techniquement le bordel. Ouais. C'est techniquement physiquement le bordel. Donc très forte activité géologique, sismique, due à son noyau ferreux qui est pas si dissimilé en autre. Et oui, il faut après la même taille aussi. Ouais. Ça entraîne évidemment beaucoup d'éruptions qui n'arrangent rien de tout ça. Qui n'arrangent rien au climat de la planète, non. Et on en a un peu parlé tout à l'heure. J'aimerais du coup qu'on se réattarde un peu dessus. D'ailleurs, c'est le meilleur plan pour ça. Vous voyez derrière un grand lac ou en tout cas une mer avec un paysage montagneux qui se transforme en un paysage calciné. Alors pourquoi ? Parce que, donc comme on disait tout à l'heure, Vénus aurait peut-être eu un climat propice à la vie, et même, je crois même avoir lu qu'il y a une période où il a fait plus frais sur Vénus que sur Terre. Ah, c'est très possible, ouais. Et où on peut imaginer du coup des océans. Qu'est-ce qui s'est passé au final ? Alors qu'elle avait déjà sa rotation rétrograde, sûrement déjà des volcans à l'époque. C'est successivement une atmosphère plus dense que celle de la Terre qui a entraîné plus de dioxyde de carbone à sa surface, et donc plus de rétention de dioxyde de carbone qui conduit à un effet de serre. Et le destin de Vénus, c'est si elle a eu un jour des éléments propices à la vie, ça on en est à peu près sûr. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que Vénus pourrait témoigner de ce que peut être la Terre dans le futur, de par, donc on le disait, gaz à effet de serre, donc la pollution. Évidemment pas que ça, hein. Il y a aussi des faits astronomiques comme
comme par exemple la vie du soleil, hein, un jour la Terre aura déjà cramé depuis un bon moment, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, le dérèglement climatique actuel accélère du coup. On en parlait l'autre jour en plus, comme quoi les périodes glaciaires et les périodes de chaleur, ça a toujours existé. Effectivement, la planète a connu au cours de sa durée de vie des périodes de glaciation, des périodes de forte chaleur. C'est pas le Pléistocène, là où il y a plein de des super grands insectes. Carbonifère, c'est une période de l'histoire où t'avais tous les amphibiens, c'était des amphibiens, des araignées, c'était des trucs qui étaient énormes. Les Arthropleuras, c'est des chenilles qui font. Voilà, c'est ça. Dans le Carbonifère, t'avais un niveau d'oxygène qui était bien supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. Ce qui permettait en fait finalement aux insectes qui vivaient à cette époque d'être beaucoup plus gros qu'ils les n'étaient maintenant. libellules, c'était clamos quand même. Ouais, des grosses libellules, des libellules sous-protes. Et pareil, j'avais vu des vues d'artistes de super scorpions qui font 1 mètre de long. Ouais, ils sont fat. C'est vrai que même en Australie, ils font pas le poids là maintenant. Ouais. Donc notre planète, elle a connu évidemment plusieurs périodes climatiques naturelles. Le fait est qu'avec l'empreinte de l'homme, ce dérèglement climatique, il est plus si naturel que ça. Parce que nos industries, la façon dont on vit, tout ça rejette du dioxyde de carbone qui, une fois dans l'air, contribue à un effet de serre et au réchauffement global de la planète. On en parlait aussi assez récemment du mont Fuji. Ouais. Qui n'avait pas été sans neige. Mais d'ailleurs depuis 150 ans, un truc comme ça. Ouais, depuis les premiers relevés en fait. Et donc oui, on avait le mont Fuji qui était sans neige en hiver, des zones en Arctique et en Antarctique qui se réduisent de plus en plus, évidemment prouvé par des photos, des relevés tous les ans. Et on voit que la glace recule, qu'elle fond dans les océans. Oui, ça fait déjà un bout de temps que ça allait. Ouais. C'était quoi le film, la Netflix, qui est un peu une allégorie du réchauffement climatique? C'est sur un astéroïde qui Don't Look Up. Ah oui. Avec DiCaprio, Ariana Grande, tout ça, ça fait un. C'est vrai. Je n'ai pas trop aimé le film, mais dans l'idée, c'était une allégorie de ça, justement, parce qu'il y a plein de personnes qui alertent. C'est ça, et puis c'est un peu le cliché même de manière générale des films américains, genre en mode t'as une catastrophe qui arrive, des extraterrestres qui arrivent et tout, le mec qui découle, il fait Monsieur le Président, il y a ça qui arrive, mais non. Puis au dernier moment, rappelez-moi. Voilà, pour la parenthèse sur le réchauffement climatique, parce que voilà, la Terre pourrait à terme devenir ce qu'est Vénus, de près ou de loin, mais en tout cas, ça va être la merde à un moment. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le dioxyde de carbone, s'il est vraiment en excès dans l'atmosphère, ça entraîne un cercle vicieux qui fait qu'il va toujours faire plus chaud, il y aura toujours plus de dioxyde de carbone, et donc les températures pourraient, dans quelques millions d'années, devenir invivables sur cette planète. Ouais, donc voilà un peu pour toutes les similarités entre Vénus et la Terre, de par évidemment leur composition, ça on en a parlé, puis le réchauffement climatique aussi. Il y a un truc que je voulais soulever, donc c'est le nom de Vénus. Non mais le nom. J'ai pensé à un truc. Pourquoi? De quoi? T'as pensé à quoi? Je sais pas, quand t'as dit un truc que je voulais soulever. Je suis désolé. Et oui, donc le nom de la planète Vénus, qui est la déesse de la beauté. C'est ça. Je précise aussi que ce n'est pas que la déesse de la beauté. Vénus, dans la mythologie, c'est la déesse de la beauté, de l'amour et de la civilisation. Et tous ces rapprochements avec la Terre, le fait que Vénus, avant, il y a eu un endroit propice à la vie avec des océans, de l'eau, que nous, du coup, la Terre, c'est aussi le cas. Parce que finalement, là, actuellement, celle qui est le plus éligible à porter ce nom-là, ça serait plus la Terre. Oui, après, Vénus, je pense qu'ils l'ont appelée comme ça aussi parce que elle était très brillante, donc très belle. Oui, donc il y avait ça aussi qui joue. On peut parler du fait que Vénus a été aussi la déesse de la civilisation, mais je pense que c'est plutôt le côté esthétique. Je trouvais que le parallèle pouvait être intéressant. Ouais. Donc voilà un peu pour Vénus, voilà un peu pour tout ce qui sont les planètes telluriques. Je sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter là-dessus. Quand on parlait du réchauffement climatique, il y a quelques théories fumeuses qui consistent à dire que le plastique qu'on produit, tous les déchets qu'on produit, qui viennent de la Terre, mais qui sont transformés par la main humaine, ne peuvent pas être polluants, car ils viennent de la Terre, même s'ils sont transformés. Je tiens juste à dire que il faut vraiment alerter les gens sur ce type de raisonnement-là. Oui, parce qu'il y a des gens assez importants qui en parlent. Parce qu'il y a des gens assez importants qui en parlent. Pour moi, c'est
plutôt une réaction stupide qu'un véritable raisonnement. Donc je pense que oui, c'est intéressant d'en parler, de se dire que non, la chimie ne fonctionne pas comme ça. On met en danger la faune, la flore de cette planète qui vit sur Terre, dans les océans, et on se met in fine en danger nous-mêmes aussi, avec ces émissions, avec ces déchets, avec ces polluants éternels. On en parle aussi de plus en plus souvent. Oui, puis il y a, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de récupération politique sur le changement climatique, quoi. Et la récupération. Et tout le monde dit plus ou moins ce qu'il veut. C'est ça. Et ce qui peut être, quand c'est des personnes importantes, ça peut être embêtant, effectivement. Parce qu'il est. C'est ça comme pour tout, finalement. Ouais. Avec le changement climatique, vu que c'est quand même un sujet extrêmement important. Ouais, C'est d'autant tellement plus, important. C'est d'autant plus dangereux, quoi. Il faut parler de ça, et puis il faut écouter les scientifiques, ceux qui savent, et pas forcément des stars ou même des représentants politiques qui parfois sont pas vraiment au fait des réalités. Complètement. Bah voilà un peu du coup pour cet épisode, pour Vénus, planète tellurique. Ouais, j'espère que les gens vont aimer entendre parler de notre jumelle. Oui, et on va exactement. apprendre 2-3 trucs. Alors la prochaine fois, on va du coup explorer l'autre type de planète dont on a un peu parlé ici du système solaire, les planètes gazeuses. Et on va surtout s'attarder sur Saturne, qui est très souvent considérée comme la planète la plus belle du système solaire. Il me semble que t'es pas trop fan de cette idée. Moi, je suis pas d'accord. Non, c'est pas l'idée. Je suis d'accord pour dire qu'elle est super belle, ses anneaux, etc. C'est pas la seule planète avec des anneaux. Ouais, enfin bon. Uranus. Non mais un peu de respect. Non mais parce que tu les vois les anneaux de Jupiter, d'Uranus, de Neptune. Tu peux les voir en plissant les yeux, en tournant un peu la tête. Malheureusement, tu peux pas les voir parce que ou alors sous un autre spectre, par exemple infrarouge, qui est ensuite recolorisé pour nos yeux. Ah si bien. Mais c'est ça aussi l'astronomie. Oui, là, bien sûr. C'est la science de l'invisible, de ce qu'on voit pas. Un côté très beau de trouver plus beau les anneaux de Jupiter. Et quand tu vois ceux de Neptune, qui sont en plus un petit peu spéciaux, ça on en parlera après, tu remarques quelque chose de beau, mais de différent par rapport à ce que tu as l'habitude de voir, notamment sur Saturne, qui est une très belle planète, qui est derrière toi. Voilà. Mais je suis totalement d'accord avec le fait que oui, c'est la préférée. Bon, en tout cas, ça sera le sujet du prochain épisode. Ouais. L'occasion encore une fois de parler de plein de choses super. Merci à toi pour l'intérêt que tu portes. C'est bien. Toutes les choses très intéressantes que tu dis. Ces moments quand on se lance des fleurs à la fin. Oui, c'est vrai. Merci à toi. C'est fou. Hein. Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ton meilleur profil. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on a changé. En tout cas, c'était encore une super expérience que j'ai partagée avec toi, cet épisode. Moi de même, mon vieux. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode qui portera sur Saturne gazeuse orageuse, épisode originel de la série que vous pouvez trouver sur YouTube. Voilà, on espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, on essaie de vulgariser, on fait en sorte que ce soit le plus simple, parce que voilà, même nous, on n'est pas des professionnels, on est des passionnés. Ouais. Et on veut un peu partager ça, et nous, ça nous fait plaisir d'en discuter. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Expansion, le podcast. Ciao. On parle de planètes qui font des dizaines de fois la taille de la Terre. On tomberait sur des orages qui sont plus importants que sur Terre. Toutes les planètes gazeuses du système solaire ont des anneaux, mais aucun n'a les mêmes que Saturne. Et on verrait juste Saturne sans ses anneaux. Tellement les anneaux sont larges, mais qui sont fins, quoi. On peut toujours imaginer comment la vie pourrait apparaître ailleurs et sous différentes formes. La sphère, c'est le corps le plus simple qui existe, en fait. Ouais. Et la nature fait toujours au plus simple. 9% des Français estiment qu'il est possible que la Terre soit plate. On m'a sorti un jour, la Terre, en fait, c'est plus une poire qu'une pomme. Mais nous, on se disait patate. Bon, j'y vais actionner beaucoup trop fort. Terrible.